Merci au professeur Togobay, mon maître, qui a guidé mes pas dans la recherche dès que j'ai été recruté au département de biologie animale. Merci aussi à mes autres maîtres qui sont dans la salle. Et je veux citer le docteur Dogosek, avec qui aussi, sur le plan de la recherche, on a beaucoup cheminé et qui m'a beaucoup aidé à piloter le premier projet scientifique que j'ai coordonné. Chers collègues, je vous remercie aussi pour votre présence et pour votre écoute. Comme le temps nous est compté, je voudrais, à l'entame, donc remercier tout le monde, ceux qui sont présents, mais ceux qui sont aussi en ligne, et essayer de vous parler rapidement des applications de la génétique des populations dans la gestion des pathologies cancéreuses et des bioagresseurs des stocks alimentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant longtemps, au niveau de l'espace universitaire, il y avait un manque, une carence d'enseignement, mais aussi de recherche sur le plan de la génétique. Et je ne le répéterai jamais assez, sous les encouragements et, entre guillemets, la protection du professeur Togobay, nous avons introduit ces enseignements à l'université et surtout la recherche en utilisant un concept, la génétique des populations. Je me rappelle, lors de la mise en place des formations au sein de l'école doctorale, il m'a beaucoup encouragé vraiment pour mettre en place cette formation qui est une discipline transversale. La génétique des populations est transversale et permet en fait de mettre en exergue, mettre à la lumière des résultats scientifiques dans le domaine de la biologie, de l'écologie, mais aussi de l'évolution, de la biogéographie, même de la géologie, la génétique des populations, en utilisant par exemple l'ADN des fossiles, permet de comprendre beaucoup de mécanismes géologiques. C'est donc une discipline qui intègre les principes et les fondamentaux de la biologie, étudie la nature, le fonctionnement et la transmission des gènes, aussi bien à l'échelle des cellules, des individus que des populations. Donc c'est graduel. Alors, comme le temps nous est compté, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que l'ADN, le chromosome, mais toujours est-il que du chromosome à l'ADN, de manière graduelle, nous pouvons dire que l'ADN, d'une manière générale, cette molécule qui a été découverte, ou bien dont la conformation a été découverte par Watson et Crick, est en fait formée de 4 bases, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. C'est avec ces 4 bases qu'un langage va être écrit, un langage de 3 mots. Ces 3 mots, c'est écrit avec des mots de 3 lettres, je veux dire, ces 3 lettres constituant ce qu'on appelle un codon. Donc normalement, on doit avoir pour 4 lettres, des mots de 3 lettres, c'est factoriel 4, c'est 4 fois 4 fois 4, 64, ce qui devrait nous ramener à 64 acides aminés, mais on se rend compte qu'on vit avec 20 acides aminés, parce que le code génétique est en fait redondant ou dégénéré, comme on dit. Alors, pour passer rapidement, il y a ce dogme central de la biologie moléculaire qu'on doit rappeler, c'est-à-dire de l'ADN, en passant par ce qu'on appelle d'abord la réplication, nous arrivons ensuite à ce qu'on appelle la transcription, qui consiste à fabriquer de l'ARN messager, et enfin la traduction, qui consiste à fabriquer à partir de l'ARN messager des acides aminés. L'assemblage de ces acides aminés va constituer des protéines, et ce sont ces protéines en fait qui guident, qui nous font vivre. Ce n'est pas l'ADN en tant que tel, mais la production de l'ADN via ce dogme central de la biologie moléculaire qui va nous donner des protéines. En d'autres termes, la protéine, ce sont des ciseaux, c'est l'aiguille, c'est tout le matériel en fait qui gouverne notre corps. Même nos enzymes sont de nature protéique. Alors, la génétique des populations, donc, est une discipline qui va aller au fin fond
de ce qui est l'unité fonctionnelle de notre organisme. En d'autres termes, un organisme est constitué d'appareils. Les appareils sont constitués de plusieurs organes, les organes de plusieurs tissus, les tissus de plusieurs cellules, et la cellule constitue en fait l'unité fonctionnelle. Dans cette cellule, nous avons le cytoplasme dans lequel baignent des organites, mais nous avons aussi une structure particulière enveloppée par une membrane, la membrane nucléaire, et c'est le noyau. Et c'est dans ce noyau que se trouvent les chromosomes. Les chromosomes, lorsqu'ils sont détaillés, on arrivera à comprendre que ces chromosomes sont constitués de plusieurs parties qu'on appelle des loci ou des locus. Et ces loci, il y en a qui sont codants, qu'on appelle des gènes, et d'autres qui ne sont pas codants et qui participent à l'évolution génétique des individus. Donc, pour accéder à cette information génétique, nous allons utiliser en fait des techniques. Ces techniques, quel que soit le matériel biologique, consistent à prélever du matériel qui peut être liquide mais comportant des cellules telles que le sang, qui est un tissu conjonctif avec des cellules non jointives, des phanères, les bouts de phanères où nous pouvons extraire de l'ADN. Donc, la première étape consiste donc à faire un prélèvement, quelle que soit en fait la thématique d'étude. À partir de ce prélèvement, nous allons extraire l'ADN des cellules. Et l'extraction de l'ADN des cellules va nous donner ce qu'on appelle l'ADN génomique, c'est-à-dire de l'ADN où il y a tous les gènes, où il y a tous les loci. Et à partir de là, en fonction maintenant de la question scientifique, nous allons cibler un gène qui joue un rôle pour cette fonction. Je donne un exemple. On va se dire, par exemple, dans le cadre du cancer du sein, nos collègues chirurgiens vont, lorsqu'ils opèrent, nous donner des tissus sains et des tissus cancéreux. Donc, une fois que l'on extrait l'ADN, nous allons cibler un gène qui intervient dans les processus de cette pathologie cancéreuse. Et par exemple, le gène BRCA1 ou d'autres gènes. Et je reviendrai sur ça. Après avoir ciblé ce gène, c'est la PCR, la multiplication de ce gène en grande quantité, la polymérase chain reaction, pour nous permettre de multiplier cette portion de gènes d'intérêt. Et une fois que nous avons multiplié cette portion, la suite consiste à séquencer, c'est-à-dire mettre en exergue la succession nucléotidique de ces gènes afin de pouvoir comparer, grâce maintenant à des approches de bioinformatique, le tissu qui est cancéreux par rapport au tissu qui est sain. C'est un exemple que je donne. Donc l'étape, c'est le laboratoire, c'est pourquoi nous nous sommes battus au niveau du département de biologie animale pour mettre en place le laboratoire de génomique qui nous permet en fait de faire toutes ces étapes jusqu'au séquençage. Et maintenant, le séquençage est externalisé. Parce que, faudrait-il le dire, c'est très difficile de trouver un séquenceur qui fonctionne au Sénégal. Et je le dis, je le répète tout le temps, il faut qu'on mutualise nos moyens pour avoir un séquenceur commun et pour pouvoir en fait, parce qu'on paie cher. La plaque nous coûte 600 et quelques dollars à chaque fois que l'on séquence, et c'est pourquoi la génétique des populations devient chère, ou bien la biologie moléculaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le dogme central de la vie, c'est ce qu'on appelle la théorie neutraliste de Kumera. Selon cette théorie, normalement, il ne devait pas y avoir de changement. En d'autres termes, si je prends l'espèce humaine, on voit nettement qu'il y a des différences au sein des races. Ces différences sont dues simplement à des mutations qui se sont accumulées et qui ont changé en fait la nature des protéines, qui ont induit des changements au niveau de la couleur, au niveau de la forme de l'œil, au niveau de la taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ces mutations, selon la théorie neutraliste de Kumera, comme on part d'un individu commun, si je prends l'homme, je peux partir de manière ésotérique de Adam. Donc, s'il n'y avait pas de mutation, on serait tous identiques. Et c'est parce qu'il y a eu des mutations évolutives qui font que nous nous divergeons à l'heure actuelle. Alors, cette théorie dit donc qu'on ne doit pas diverger. La théorie neutraliste de Kumera. Maintenant, comme on diverge, c'est parce qu'il y a des forces évolutives qui agissent
sur les gènes pour nous faire diverger, changeant par exemple ces codons pour leur faire coder des acides aminés en fait qui sont différents des acides aminés qui étaient au niveau de l'ancêtre. C'est pourquoi on parle ici de changement de fréquence génétique dû à ces forces évolutives. Ces forces évolutives, la mutation, la dérive, il y a de manière artificielle aussi, on peut agir sur les organismes, je pense aux OGM, ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais il faut retenir que même s'il y a une sélection naturelle tendant à changer les acides aminés par des mutations, nous pouvons aussi, nous hommes, agir par ce qu'on appelle la sélection artificielle. Alors, 3 objectifs d'abord. Quand on doit étudier une entité, il faudrait mettre en place d'abord la carte d'identité de cette entité. Je reviens encore sur le cancer du sein. Je peux prendre des exemples sur les insectes déprédateurs. Et mettre en place la carte d'identité, c'est-à-dire de nos collègues chirurgiens, nous recevons des tissus qui sont cancéreux après opération. Mais pour savoir s'il y a une différence avec les tissus sains, on est obligé d'avoir donc ces 2 entités et de les mettre selon la procédure dont je viens de parler. Maintenant, il faut mettre en place ce qu'on appelle la carte d'identité de ces populations. Cette carte d'identité, je reviendrai sur en fait, les paramètres qui nous permettent de quantifier, de mettre en place cette carte d'identité. Et l'étude de cette variabilité, on l'appelle variabilité génétique, mais aussi la diversité génétique. Mais c'est toujours une diversité génétique comparative. La génétique est toujours comparative. À partir d'un référentiel, on va voir ce qui est différent du référentiel. Comprendre comment la variabilité génétique se transmet d'une génération à une autre. C'est important, puisque selon cette théorie neutraliste, qui a été traduite par 2 chercheurs, d'où la théorie de Hardy-Weinberg, on dit que dans une population qui est en équilibre panmictique, cette population d'effectifs élevés, qui ne présente ni mutation ni dérive, la proportion de gènes et de génotypes est constante d'une génération à une autre. C'est ça qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg. En français facile comme on dit, c'est-à-dire que nous, en tant que génération, si on note la présence, par exemple, du gène qui code pour l'insuline, on va dire que chez 18% de notre génération, il y a une défection au niveau de ce gène. Normalement, s'il n'y a pas de force évolutive qui agissent sur cette population, à la génération suivante, c'est-à-dire chez nos enfants, quand on va calculer, on devrait retrouver ce taux. Si on ne retrouve pas ce taux, c'est parce qu'il y a des forces évolutives qui ont agi entre-temps, soit augmentant cette prévalence, soit diminuant cette prévalence. Et en ce moment, dès lors qu'on sait qu'il y a un changement de fréquence, ça veut dire qu'il y a des mutations qui se sont mises en place, soit pour régler le problème, soit pour empirer le problème. Alors, comprendre comment et pourquoi la variabilité génétique évolue au fil des générations. Si on constate que cette variabilité évolue, on a les moyens maintenant de comprendre comment elle évolue. Et pour cela, on s'appuie sur des analyses. D'abord, la bioinformatique, appliquée dans le domaine de la biologie moléculaire, nous pousse à avoir une démarche qui est graduelle. À partir des séquences qu'on va obtenir, nous allons, par exemple au laboratoire, nous avons pu détecter tout récemment les insectes, pour la Sodefitex, pour ne pas faire de la publicité, nous avons pu, grâce à la biologie moléculaire, identifier les insectes qui s'attaquent en partie et qui font énormément de dégâts au niveau des cultures de coton. Comment? Après avoir extrait la PCR, le séquençage, nous pouvons, grâce à la bioinformatique, à partir des bases de données telles que GenBank ou d'autres bases, identifier les espèces qui sont, génétiquement je dis, les espèces qui sont à l'origine de ces dégâts. Donc,
alignement des séquences, le score de similitude qui nous renvoie généralement à un nom d'espèce, degré d'homologie, c'est la même chose que le score de similitude, identification et prédiction de structure, de la propriété et des fonctions de ce gène. Alors, je vais sauter cette partie de la bioinformatique. L'équipe de génétique et de gestion des populations que j'ai l'honneur de diriger à la Faculté des sciences a su mettre en exergue le rôle fondamental de la bioinformatique dans la compréhension de l'information génétique dans plusieurs domaines. D'abord, le domaine médical, on va prendre quelques exemples, le domaine de la gestion des bioagresseurs et de la gestion des ressources animales. Pour cela, il faut une approche méthodologique. Et l'approche méthodologique, j'en ai déjà parlé, la facilité d'amplification des domaines particuliers par PCR, puis le développement de séquençage automatique avec de nouvelles techniques telles que les NGS. Ceci a grandement contribué à la multiplication des analyses biologiques. Donc là, c'est un exemple. Pour faire cette analyse, il faut disposer de caractères comparables entre tous les objets que l'on veut analyser. C'est-à-dire, je ne vais pas, en étudiant par exemple le cancer du col de l'utérus ou bien le cancer de l'ovaire, je ne vais pas prendre un gène A, l'aligner avec un gène B. Forcément, c'est le gène A que je vais amplifier chez tous les individus, donc des caractères homologues. L'alignement est l'étape fondamentale dans l'analyse génétique, parce que c'est le référentiel. Si tout le monde ne part pas du même niveau, on ne peut pas voir des différences. Donc l'alignement est fait souvent par un logiciel. Le meilleur logiciel, c'est BioEdit, qui nous permet d'aligner les séquences, de les corriger proprement afin de mettre la main sur des mutations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces types de mutations, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas un cours pour les étudiants de L3. Par exemple, les mutations, il y en a plusieurs. Les substitutions, on peut les détailler en disant qu'il y a plusieurs types de substitutions. Vous avez ce qu'on appelle les transitions, vous avez ce qu'on appelle aussi les transversions. Les insertions, c'est l'ajout d'un nucléotide. Les délétions, c'est l'enlèvement d'un nucléotide. Et qui vont produire la plupart des différences observables entre séquences. On verra par exemple que si j'aligne une séquence d'un tissu issu du cancer de la gorge, j'aligne chez le même individu un tissu sain, je vais voir qu'il y a des mutations. Le même individu. S'il y a des différences, cela est dû à la maladie. Et c'est comme ça qu'on va analyser petit à petit. Alors, pour déterminer la présence et la position d'une quelconque mutation par rapport au gène, nous utilisons des logiciels. Mais le meilleur d'entre eux, c'est Mutation Surveyor, qu'on utilise et qui offre une précision et une sensibilité excellente dans l'analyse de l'ADN. Là, j'en ai parlé tout de suite. La deuxième étape, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la diversité génétique, la carte d'identité. Ça se traduit par un certain nombre de paramètres, le nombre de sites, les sites variables, les sites invariables, le nombre total de mutations, les haplotypes, les fréquences en acides aminés. Je ne veux pas rentrer dans la définition de l'ensemble de ces paramètres pour gagner un peu de temps. Mais sachons simplement que certains de ces paramètres sont sortis avec un logiciel connu qu'on appelle DNASP et les autres sont sortis avec le logiciel MEGA. Une fois maintenant que l'on établit la carte d'identité des différentes entités, nous devons forcément comparer ces entités grâce à des paramètres, les distances génétiques, surtout la distance génétique de Ney, qui est le nombre moyen de substitutions par site survenu depuis la divergence entre deux taxadonnées. Nous avons le fameux FST. Le FST, c'est le facteur de différenciation génétique. Et nous pouvons aussi, l'AMOVA, c'est l'analyse moléculaire de la variance pour déterminer la structuration génétique des populations. C'est des termes un peu barbares, c'est pourquoi je passe là-dessus. Les logiciels qui nous permettent d'accéder à ça,
il y a Harlequin, il y a Structure Plot qui nous permettent en fait de faire ces analyses. Les réseaux d'haplotypes aussi pour voir de qui découle quoi, ou bien qui est parent plus proche de l'autre. Nous avons la possibilité aussi, grâce à ce qu'on appelle network, de construire les réseaux d'haplotypes. Nous pouvons aussi faire des tests d'hémogénétique. Ces tests, souvent, je prends le temps d'expliquer, lorsque la pandémie du Covid était à son summum, une fois, il y a eu une intervention où j'en ai parlé. À partir de ces paramètres, on peut prédire si cette pandémie-là va disparaître d'ici quelque temps ou bien le nombre de populations infectées va augmenter en fonction des mutations qu'on va retrouver dans le sang des individus qui sont analysés. Et ces paramètres, c'est le D de Tagiment, le FS de Fou, le R2 de Ramos et des courbes de mismatch. Nous pouvons aussi, grâce à cette approche méthodologique, utiliser des logiciels qui nous aident à interpréter des mutations génétiques. Et ces mutations pour prédire l'impact fonctionnel de ces mutations. En d'autres termes, quand une mutation change un acide aminé, prenons le cas par exemple de la drépanocytose, où l'acide aminé valine a été changé pour donner l'acide glutamique grâce à une mutation. Cela ne s'arrête pas à cette mutation, cela va impacter la structure conformationnelle de la protéine, ce qu'on appelle l'encombrement stérique, sa manière de bouger dans l'organisme et autres. Et cela, nous pouvons le prédire grâce à des logiciels tels que SIFT, qui prédisent si une substitution d'acide aminé affectera la fonction de la protéine. Polyphène 2 est un classifieur probabiliste qui calcule la signification fonctionnelle d'un changement. Mutation Tester qui prédit le potentiel pathologique d'une altération. Ça aussi, c'est au niveau protéine, la fonctionnalité même de la mutation. Est-ce que cette mutation-là est pathologique ou bien cette mutation-là n'est pas pathologique, délétère, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous en arrivons au cas pratique. Dans le domaine médical, je suis un peu rapide, c'est pour rester un peu dans le temps. De nos jours, les pathologies cancéreuses posent un réel problème de santé publique. Malgré de nombreuses avancées dans le diagnostic et le traitement de ces maladies, il reste difficile de prédire leur progression. C'est dans ce contexte que l'équipe de génétique et de gestion des populations s'est lancée grâce à des collègues médecins qui nous ont rapprochés. Je peux citer le professeur Ahmadou Dem, je peux citer le professeur Sili Touré, je peux citer le professeur... ils sont nombreux. Il y a un certain Ndiaye, le docteur Sis de l'hôpital Idrissa Pouye, qui nous ont approchés pour dire que nous avons un problème par rapport à la compréhension des mécanismes des pathologies cancéreuses dans le domaine de la génétique. Et nous avons pris langue avec eux pour travailler dans ces domaines et essayer de mettre en exergue des biomarqueurs ou bien de mettre le doigt sur les mutations qui sont à l'origine de tel ou tel type de pathologie. C'est comme ça que j'ai pris une étudiante qui est actuellement recrutée, c'est le docteur Fatima Tambay, qui a fait sa thèse sur le cancer du sein. Et là, je vous présente les résultats. L'étude porte sur 120 prélèvements chirurgicaux de tissus issus de patientes atteintes de cancer de sein. Nous avons ici séquencé 2 gènes, le cytochrome B et la DELO. J'aurais pu expliquer pourquoi le choix du cytochrome B. Ce cytochrome B qui se trouve au niveau de la mitochondrie qui est un organisme qui se trouve au niveau du cytoplasme et qui est très sujet à des changements climatiques, à des changements selon l'ethnie, à des changements en fonction de plusieurs forces évolutives. Parce que la mitochondrie comporte de l'ADN. Et c'est dans cette mitochondrie qu'on va prendre le cytochrome B. Ce cytochrome B qui joue un rôle important dans la production et la gestion de l'énergie cellulaire. Et la DELO, qui est un gène aussi nucléaire, la bêta-fibrinogène. Tous ces gènes-là ont été amplifiés. La structuration génétique des tumeurs, qui décrit la quantité et la distribution de la variabilité génétique, a été investiguée en fonction aussi de l'envahissement ganglionnaire. Là, nous avons travaillé avec les anatomopathologistes
Parce que quand un cancer du sein se met en place, il y a ce qu'on appelle un envahissement aussi ganglionnaire. Et en fonction du degré d'envahissement, nous avons fait aussi des recherches. L'analyse de la matrice mitochondriale révèle une structuration génétique. Ces résultats mettent en évidence un lien entre l'importance de l'envahissement ganglionnaire et l'hétérogénéité génétique des tumeurs. Dans le cancer du sein, à chaque fois que je vous présente un résultat, sachez que nous avons suivi ce dogme d'analyse, la variabilité génétique, la différenciation génétique, si c'est avec le génotypage, l'équilibre génétique, ensuite l'évolution génétique et la structuration génétique. Là, je ne fais que extirper en fait la quintessence des résultats. Alors, le cancer aussi de la cavité buccale, nous avons travaillé avec des professeurs tels que le professeur Sili Touré. La première chose que nous avons faite, c'est de voir si ce cancer-là n'est pas induit par le virus HPV, comme dans le cas du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que nous avons fait? Avec les prélèvements, nous avons recherché l'ARN de ces virus dans les prélèvements que nous avons obtenus en utilisant les approches de biologie moléculaire. Alors, ce travail, donc, qui visait à contribuer à une meilleure connaissance des caractéristiques moléculaires et épidémiologiques des cancers de la cavité buccale du Sénégal, a donné ces résultats. Nous n'avons pas retrouvé de l'ADN ni de l'ARN viral chez 50 échantillons de tissus et de sang de malades. Le HPV n'a pas été détecté dans aucun des échantillons, même en utilisant plusieurs techniques de recherche. Le profil épidémiologique des cancers de la cavité buccale au Sénégal est différent de celui des autres pays où le HPV n'est pas associé à sa Ici, le HPV n'est pas associé à sa survenue. Alors que dans d'autres pays, on a vu que le papillomavirus là, est associé à la survenue du cancer de la cavité buccale. Alors, toujours dans ce cancer, nous avons investigué un autre gène qu'on appelle le gène TP53. Donc, l'objectif est d'évaluer l'implication des mutations des exons. Ce gène est constitué de plusieurs exons, des exons 4, 5 et 6 du gène TP53. L'analyse a été réalisée par PCR séquençage. L'impact fonctionnel des variations a été appréhendé à l'aide de Mutation Surveyor, DNASP, MEGA et les autres logiciels. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter ici en tant que résultat? Nous avons noté des mutations. Et 70,83% de ces mutations constituent un remplacement de la proline par l'arginine. Ce n'est pas le hasard. C'est-à-dire, quand on compare les tissus sains, des tissus cancéreux, on note que 70,83% des mutations constituent un remplacement de l'acide aminé proline par l'acide aminé arginine. Et 16,6% modification de l'acide glutamique en codon stop. Et ça, c'est important, parce que dans une chaîne protéique, dès qu'il y a une mutation qui, en fait, change un acide aminé fonctionnel en un codon stop qui ne peut pas être codé en acide aminé, généralement, la protéine est défectueuse, elle est délétère. Ces mutations pourraient constituer des marqueurs moléculaires dans le cancer de la cavité buccale et éventuellement contribuer au diagnostic précoce. Alors, on a beaucoup travaillé dans ce cancer et on a noté une association statistiquement significative entre les mutations pathogéniques que j'ai citées au niveau de cette diapositive. Il existe une différenciation génétique entre les cancers de la gencive et les cancers de la joue, mais aussi entre les patients qui consomment du tabac et ceux qui ne le consomment pas. Ça, c'est un facteur discriminant au Sénégal. Beaucoup de malades étaient associés à la consommation du tabac. On a même incriminé à un certain moment le thé, la manière dont on prend le thé. Parce que quand le thé est chaud, et ça, ce sont des explications qui sortent après les résultats génétiques et qui sont en fait la plupart du temps données par nos collègues qui sont médecins.
parce que le thé tel que pris au Sénégal, très chaud, peut agresser les voies, d'accord, et c'est une excitation de type, comment dirais-je encore, thermique, et ça peut être aussi de type mécanique, et cela peut entraîner la survenue des cancers de la cavité buccale. Le cancer de l'ovaire aussi, nous l'avons investigué. Alors, les résultats révèlent l'existence d'une forte variabilité de tumeurs avec une différenciation génétique entre les tissus sains et les tissus cancéreux. Ici, le résultat le plus parlant, c'est que nous avons noté qu'une augmentation du taux de tryptophane, de la phénylalanine, de la tyrosine pourrait être corrélée à un risque accru de développer un cancer de l'ovaire. C'est-à-dire, quand on a fini de comparer après l'alignement, les tissus sains qui ne sont pas malades et les tissus malades, on a vu qu'il y a une différence de fréquence pour ces trois acides aminés. Nous nous sommes aussi appesantis sur les cardiopathies rhumatismales avec nos collègues qui sont à l'hôpital de Fann, c'était le docteur Ndiaye. Et pour toutes ces pathologies, il y a eu 1, 2 ou 3 thèses qui ont été encadrées là-dessus. Donc nous avons aussi investigué cette pathologie, les cardiopathies rhumatismales, qui constituent en une détérioration des valves cardiaques. Alors, dans cette étude, 99 individus ont été échantillonnés et répartis en deux, 23 témoins et 76 patients. Le gène qui a été investigué, c'est le gène mitochondrial, le CYP-B. Ici, les résultats, compte tenu de l'importance des altérations génétiques observées, des mutations du gène sont impliquées dans, en fait, cette pathologie, les cardiopathies rhumatismales. Et nous avons découvert, au cours de cette étude, 113 nouvelles mutations. En d'autres termes, je le dis souvent à nos collègues médecins, quand, par exemple, on découvre que le paludisme est dû à une mutation qui se trouve sur tel gène à la position telle, j'en discute souvent avec nos amis médecins, quand ils veulent rechercher, ils vont aller chercher cette mutation, l'unique mutation, ce qui a amené le terme de SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Mais nous, comme nous sommes à la faculté des sciences, nous faisons en même temps de la recherche fondamentale, ce qui nous permet de découvrir de nouvelles mutations qui n'ont pas été décrites jusqu'à présent. Et ces mutations, nous décrivons en fait leur rôle, et ça constituera plus tard ce qu'on appelle des SNP, en fait des marqueurs biomoléculaires. Alors, j'avance rapidement. Les fibromes utérins, les adénofibromes, ça aussi c'est la thèse de Binta Keneme. Nous avons investigué les fibromes utérins, et là je passe rapidement aux résultats. Les résultats ont permis d'émettre le postulat en tant que marqueur génétique du risque. Il y a plusieurs codons. Le codon 44 du gène MET12, et ça, c'est les gènes qui entrent dans la physiologie de la mise en place de certains tissus. C'est le même gène, par exemple, qu'on va investiguer lorsqu'on voudra étudier les kéloïdes. Kéloïdes, en wolof, mooy tout. C'est le même développement physiologique. Les fibromes utérins, les adénofibromes du sein, c'est-à-dire quand il y a des adénofibromes qui ne sont pas encore un cancer du sein, plus les fibromes utérins, c'est le même développement physiologique. Alors, nous avons noté ici des changements au niveau du codon 44 du gène MET12 et l'instabilité du dinucléotide, qui est un microsat au niveau de sa répétition en GT. Alors, là, regardez ici, nous avons ici la protéine normale, référence. Les quelques mutations faux sens du gène MET12 dans le cas des fibromes utérins vont mener à ces protéines qui vont être non fonctionnelles. Et ça, la comparaison est faite grâce au logiciel dont je vous avais parlé, Polyphen et d'autres types de logiciels. Alors, tous ces travaux que je viens de présenter dans le domaine médical ont été publiés dans des revues internationales
et ont fait l'objet de plusieurs thèses et de plusieurs masters. Il y en a qui sont publiés, par exemple, dans des journaux américains. Enfin, il y a plusieurs types de publications de niveau international. Alors, dans le domaine agricole, le docteur Dogo va reconnaître rapidement cette fameuse bruche, la bruche de l'arachide, sur laquelle nous avons aussi appliqué la génétique des populations. Là aussi, rapidement, pour vous expliquer, cette bruche de l'arachide est un insecte phytophage. Un insecte phytophage, ça veut dire qui vit sur des plantes hautes. Ça, les collègues de BV, je ne sais pas s'ils sont là ou non, ça les intéresse beaucoup. Parce qu'il y a une relation entre les insectes phytophages et les plantes hautes. Il y a des insectes qui ne peuvent pas se développer sans la présence d'une graine. Parce que leur enfant, la larve, se nourrit de la graine. La graine aussi est l'enfant de la plante. Alors, comment ça se passe? L'adulte dépose son œuf sur la graine et la larve, grâce à ce qu'on appelle l'ovirupteur ou bien des pièces sclérifiées, va traverser le péricarpe de la gousse, le tégument de la graine, rentrer dans les cotylédons, reste dans les cotylédons et se nourrit des cotylédons. L'exemple le plus pertinent, c'est l'arachide. Nous tous, nous avons une fois essayé de manger de l'arachide en retrouvant des larves rosâtres à l'intérieur ou bien de l'arachide où il y a des trous. Ces trous-là sont dus à l'insecte dont je viens de vous parler, qui s'appelle Cariedon serratus. Mais avant l'introduction de l'arachide au Sénégal, l'arachide provient de l'Amérique du Sud, et a été introduite au Sénégal grâce ou bien à cause du commerce triangulaire. Avant, la bruche vivait sur des plantes hautes sauvages, parmi lesquelles le rande, Boinia rufescens, le sendiaigne, Cassia siberiana, le ngigis, Pileostigma reticulatum, et le tamarin, Tamarindus indica. C'est pourquoi même nos sœurs qui sont dans la salle savent que quand tu gardes du tamarin pendant longtemps, sur le tamarin, tu vas retrouver des sortes de cocons blanchâtres. Ces cocons blanchâtres, c'est les cocons qui hébergent en fait Cariedon serratus. C'est le même insecte qui va attaquer l'arachide. Lorsque l'arachide a été introduite au Sénégal, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, plus tard, au XVIIe siècle, on a noté des infestations. Les plantes dont je vous ai parlé tout de suite, qu'on appelle des plantes hôtes naturelles, sont des Césalpiniacées. L'arachide est une fabacée. Ce n'est pas la même famille, mais c'est tous des légumineuses. Comment la bruche a fait pour passer donc de ces plantes hôtes naturelles vers l'arachide? Pourquoi ceci est important? Parce que le passage de cette bruche sur l'arachide crée d'autres problèmes sanitaires. Puisque quand les larves de la bruche finissent de manger les cotylédons, en sortant pour nymphoser, laissent des trous, et ces trous sont favorables au développement d'une moisissure qu'on appelle Aspergillus flavus et qui est productrice d'une substance cancérigène et mutagène qu'on appelle l'aflatoxine. C'est pourquoi il était important de regarder cet aspect. Alors, cet arachide, je vous ai montré ici des trous, et quand l'arachide est décortiqué, une fois après le passage de la bruche de l'arachide, vous avez d'autres insectes secondaires, tels que les triboliomes, qui vont passer pour réduire l'arachide en miettes. Et malheureusement, lors de la période de soudure, c'est ce qui est consommé par nos parents paysans. Parce que n'ayant plus rien à manger, ils transforment cet arachide en tigadégué, en noflaï, pour faire leur dekhin bop, ou dekhin kite et autre chose. Voilà. Et c'est bourré d'aflatoxine en fait. Voilà. Donc, quel est le rôle des plantes hôtes sauvages dans l'infestation de l'arachide? Le morcellement du site de ponte de la bruche de l'arachide induit-il une structuration génétique populationnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. J'en arrive au résultat. Là, c'est l'échantillonnage. Nous avons, à travers le Sénégal, échantillonné sur les plantes hôtes dans plusieurs localités, Ouara, Kies, Fimela, Linguère, Kerbaka, qui était le centre de l'étude, ainsi de suite. Et ce que nous avons noté, c'est qu'en fait, les bruches vivant sur des plantes hôtes déterminées sont génétiquement identiques.
En jaune, ici, nous avons les bruches qui sont sur Tamarindus indica, quel que soit le village. TH, ce film-là, FI, ce film-là, TH, c'est Thiès, KB, c'est Kerbaka, OU, c'est Warak. Et on voit que, quelle que soit la localité, les bruches qui sont échantillonnées à partir de Tamarindus indica, génétiquement, se ressemblent. Les bruches qui sont échantillonnées sur Boïnia rufescens, pareil. Les bruches qui sont échantillonnées chez Cassia siberiana, pareil, quelle que soit la localité. Mais ce qu'on note ici, c'est que les bruches qui sont échantillonnées sur Pyliostigma reticulatum et celles qui sont sur l'arachide ne sont pas discriminées génétiquement, se ressemblent. Alors, lorsque nous avons eu ce résultat, ça veut dire qu'ici, le rassemblement génétique des bruches n'est pas dû à leur proximité géographique, mais est dû au fait que ces bruches-là consomment la même plante haute. C'est le début de ce qu'on appelle une spéciation sympatrique. Mais j'avance là-dessus. Alors, quand nous avons génotypé, pour y voir plus clair, on s'est dit, mais ça, c'est extraordinaire. Il faut qu'on génotype. C'est-à-dire, bruche par bruche, nous allons regarder, au lieu de regarder la population, on regarde maintenant les individus. Et on est arrivé presque au même résultat. Là, les bruches qui sont sur Boïna, là, les bruches qui sont sur Tamarin, et là, en rouge et en mauve, les bruches qui sont sur l'arachide et les bruches qui sont sur Pyliostigma reticulatum. Là, l'approche est tellement fine que cela nous a permis en fait de mettre en exergue la relation, mais de démontrer aussi qu'il y a un biotype arachide qui commence à se mettre en place, parce qu'au niveau des greniers, à chaque fois que l'on ramène de l'arachide nouvellement récolté, cela est infesté par les bruches qui étaient dans les greniers, qui n'étaient pas du tout bien nettoyées, et cela va constituer, grâce à la proximité génétique, une nouvelle souche qu'on a mis en exergue grâce à l'approche microsatellite. Alors, d'autres cas, cette bruche, tout le monde sait que ces premières infestations ont été notées au Sénégal et décrites par Olivier. J'ai eu mes premiers voyages lorsque le docteur Dogosek était à Bombay en tant que directeur. Et vraiment, j'ai pu avoir aussi des échantillons de base, voir les descriptions, je pense que c'est des paratypes qui sont restés là-bas de Olivier, de cette bruche. Et on a montré, grâce à une autre thèse, que c'est à partir du Sénégal que l'infestation s'est faite au niveau de l'Afrique. Et les génotypes qui sont transportés constituent les couleurs. Donc, vous voyez le génotype bleu qu'on retrouve au Sénégal, c'est ce qui a été transporté au Burkina Faso. Nous avons le génotype vert qui a... ça, c'est quel pays, ça, là? Là, c'est le Mali, ça, c'est le Burkina, et ça, c'est le Niger. Hein? Oui, ça, c'est le Niger. C'est le Niger. Donc, au Burkina, nous avons deux génotypes. Hein? Et là, c'est le Mali. Nous avons aussi deux génotypes. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces infestations partent du Sénégal grâce à un transport, les camions ou d'autres types de transports via les individus. Alors, le même travail a été fait sur Cytophilus zeamaïs, qui s'attaque au maïs. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Nous avons construit ici le réseau d'haplotypes. Les autres haplotypes montrant la divergence génétique et la structuration haplotypique au sein des espèces Cytophilus. Zeamaïs, oryzé. Zeamaïs s'attaque généralement au maïs. Cytophilus oryzé s'attaque généralement au riz. Et d'ailleurs, sur le plan de la morphologie, le rostre de Cytophilus oryzé est beaucoup plus fin que celui de Cytophilus zeamaïs. Génétiquement, nous avons démontré qu'il existe une différenciation génétique entre ces deux Cytophilus qui infestent en fait les deux céréales. Alors, je passe sur les autres résultats. Pour le niébé, nous avons aussi travaillé là-dessus, hein, une caractérisation morphométrique et génétique. Nous avons montré qu'il existe une structuration génétique divisant la population de Callosobruchus maculatus. C'est l'insecte qui s'attaque au niébé. Encore une fois, nos sœurs, quand vous gardez du niébé pendant longtemps,
En préparant le niébé, vous trempez le niébé. Et en trempant le niébé, généralement, vous pouvez voir des insectes qui affleurent. Ces insectes, c'est Callosobruchus maculatus. Et ce n'est pas parce qu'il est là, mais la personne vraiment qui a travaillé sur cet insecte et qui nous a donné énormément de résultats, c'est le docteur Dogosek qui est là. Nous l'avons étudié sur le plan génétique et mis en place sa répartition en fonction de ce qu'on appelle les haplotypes, mais les biotypes à l'intérieur du Sénégal. Là aussi, c'est des publications dans le domaine agricole. Alors, la gestion des ressources, pour terminer. Les races locales représentent un patrimoine original et unique du fait des processus qui les ont façonnées en relation avec l'histoire de la région. Elles sont également profondément inscrites dans les systèmes de production locaux à travers leur mode d'élevage et leurs usages. Elles ont ainsi développé des aptitudes zootechniques particulièrement utiles en termes de performance, de production et de qualité d'adaptation. Au Sénégal, les croisements génétiques ont conduit à une augmentation des flux de gènes. Quand je dis les croisements génétiques, c'est grâce ou à cause du mode d'élevage, la transhumance, ce qui fait que les animaux se rencontrent, cela augmente un brassage sur le plan des gènes. Et cela rend confus la structure génétique du cheptel local. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'une meilleure compréhension de la diversité du cheptel est alors nécessaire. Et ceci en relation avec les collègues qui se trouvent au niveau de l'ISRA. Alors, je donne quelques exemples. Nous avons travaillé sur le mouton peul-peul, nous avons travaillé sur d'autres races, mais c'est juste un exemple. Là, c'est le ladoum. Hein? Au Sénégal, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a des éleveurs de ladoum dans la salle. Il existe 4 lignées. Hein? Birahim, Gorgui, Tyson, et l'autre lignée, c'est Magistrat provient ça va sortir. Il y a Birahim, Tyson, Gorgui, la 4e lignée va me revenir tout de suite. La 4e lignée va me revenir. Et les gens travaillent sur ces 4 lignées, en fait. Mais là, c'est mon fils qui fait sa thèse là-dessus. Nous avons échantillonné des descendants de ces lignées. Et en fait, nous avons montré que sur le plan génétique, on n'a pas 4 lignées, mais 2 lignées génétiques distinctes. La lignée Birahim se distingue des 3 autres lignées. La lignée Birahim, et ça, je ne l'ai pas dit, c'est en utilisant le gène SRY, qui est à transmission uniquement paternelle. C'est-à-dire que les mâles, la transmission paternelle, nous avons utilisé le gène SRY pour faire ce travail. Là, c'est un mouton qui est chez moi, qu'on appelle Recteur, parce que mon fils est éleveur. Il lui a donné le nom de Recteur, parce que tous les moutons, ceux qui sont dans l'élevage le savent, on a le pédigré. Jusqu'à l'ancêtre, on sait qui est le père, qui est le grand-père, il porte un nom, qui est sa mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons fait ce travail. La thèse n'est pas encore terminée, il y a déjà plusieurs publications qui montrent de manière très nette, en utilisant le chromosome Y, qu'il existe 2 lignées génétiques. Alors, chez les vaches, aussi nous avons fait le même travail, et nous avons montré qu'il n'y a pas 4 races distinctes, parce que les gens distinguaient les zébus maures, les zébus gobra, la race Diakoré et la race Ndama. Sur le plan génétique, nous avons démontré que la race Ndama constituait une population presque à part, mais avec des introgressions. La race Diakoré, qui est une race issue du croisement entre le zébu gobra et la race Ndama, commence aussi à se différencier sur le plan génétique. Mais les 2 zébus ne sont pas dissociables sur le plan génétique. Alors, ça aussi, ce sont des publications qui sont obtenues dans le domaine de la gestion des ressources animales dans des revues internationales. Alors, la génomique nous a permis donc d'acquérir systématiquement des données de structure et de fonction sur l'ensemble du génome. Et Dieu m'est témoin que je n'ai pas présenté vraiment presque le tiers des résultats. Parce que c'est un laboratoire qui s'intéresse à énormément de choses dans plein de domaines.
La finalité d'une telle approche nous permet d'identifier les jeunes impliqués dans des caractères d'intérêt ou médical ou agroalimentaire, mieux gérer les ressources génétiques, mais accroître aussi l'efficacité des programmes d'amélioration génétique. Le laboratoire est mis en place au niveau du département de biologie animale. Ces recherches s'inscrivent dans un contexte de préservation des ressources alimentaires et génétiques et d'amélioration des diagnostics des maladies génétiques et épigénétiques. Le laboratoire conduit une recherche et une formation de type académique, mais aussi professionnelle, tout en espérant que les résultats de ces programmes puissent déboucher sur l'élaboration de scénarios ou d'outils d'aide à la décision. Je vous remercie pour votre attention et toutes mes excuses pour avoir été long, Monsieur le secrétaire perpétuel.